Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Kariman. Ça fait 5 ans que je suis chez Ubisoft et avant, j'étais coach sportif et prof de fitness. J'étais aussi dans l'e-sport, sponsorisé sur les jeux de combat, notamment principalement Soul Calibur et un peu de Street Fighter. Et ensuite, j'ai dû changer de métier et je voulais continuer à faire quelque chose dans le jeu vidéo. Et j'ai commencé à être dev testeuse sur les jeux mobiles à Ubisoft. Et j'ai fait 3 ans. Et disons que là, j'ai eu quelque chose qui m'a interpellée et j'ai découvert, enfin, c'était des types de bugs et j'ai découvert ce que c'était que la compliance pour la première fois. Et en fait, ces bugs, qu'est-ce qui se passait? Parce que sur les jeux mobiles, à chaque fois, quand on fait plusieurs patchs, il y avait les mêmes bugs qui revenaient et je me posais des questions de pourquoi en fait ça revient et pourquoi ils sont similaires. Et quand je voyais que je me renseignais, je creusais un peu plus, je me suis rendu compte que je découvrais toute la partie, tout le système et le point de vue des first party, hein, des côtés plateforme en fait. Et ensuite, je suis passée QC coordinateur. Et là, mes responsabilités ont changé. J'étais plus sur de la planification de tests avec les équipes pour atteindre les deadlines. Et ensuite, je suis passée Certification Manager sur les projets console et mobile. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter vraiment qu'est-ce que la certification. Avant de commencer, je rappelle qu'il y a des infos qui vont rester confidentielles. Je ne pourrai pas rentrer dans les détails et donc j'utiliserai des exemples génériques. Voilà. La présentation, elle va être découpée en 4 grandes parties. Donc, qu'est-ce que la certification, le mindset, l'émission, avec une conclusion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux rappeler comment se déroule une production de jeux vidéo chez Ubisoft. C'est découpé en 3 grandes parties, la conception, la production, le debug, et puis il y a le live. Mais moi, là où je suis impliquée, ce serait à partir de la pré-prod jusqu'au release et puis il y a le live, mais c'est vraiment du pré-prod à la mastering. Pour un rappel des job families qui se présentent et qui sont nécessaires pour la production de jeux vidéo, vous avez les 5 grandes parties et moi, avec la certification, on est dans la case du quality management. Alors, la certification, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, on n'en parle pas assez et c'est une étape extrêmement cruciale. Mais vous savez, les plateformes, quand je vais dire first party, les plateformes, les constructeurs, c'est sous-entendu Nintendo, Sony, c'est-à-dire enfin toutes les plateformes, toutes les plateformes confondues. Il y a même Stadia. Et en fait, ces plateformes, ils ont un standard de qualité, une réputation à maintenir, une ligne directrice à respecter et c'est une étape, comme je disais, cruciale. Et en fait, si on n'a pas leur approval, si on n'a pas le OK que le jeu il est certifié, eh ben, le jeu il sera pas release sur leur plateforme. Donc en gros, c'est comme un tampon. Il nous faut leur go pour dire OK, c'est bon, le jeu correspond aux critères des first party. Si vous voulez, pour les curieux et si vous voulez savoir un peu plus sur d'où vient la certification, l'histoire, vous pouvez aller voir sur le Seal of Quality de Nintendo. Et c'est intéressant et c'est de là que vraiment le principe de la certification a vraiment débuté. Alors, le Certification Manager, donc moi, quel est mon rôle par rapport à ça? En fait, je suis là pour assurer la certification en one-shot aussi, éviter de refaire des revalidations de build plusieurs fois, mais je suis aussi responsable des cahiers des charges des first party. Et quand je dis cahier des charges, on va utiliser le terme le plus approprié, c'est vraiment les guidelines. Je suis responsable des guidelines
tout en combinant bien sûr la vision du jeu, parce que c'est quand même le jeu, mon sujet prioritaire. Et je suis ambassadeur de la prod auprès des first parties. Et mon rôle, c'est de livrer le produit final qui correspond aussi aux critères des first parties. Alors pour le mindset, quelle attitude il faut avoir? Parce que c'est assez spécifique en fait. C'est un univers, c'est un grand univers et on va aller sur 5 grandes parties. Pour commencer, know your game. Là, j'insiste sur le fait que je dois moi tester mon jeu. Je dois le connaître mon jeu et tout le jeu, c'est pas juste une feature spécifique. Je dois connaître, je dois le tester régulièrement. Je dois savoir comment est le tuto, comment sont les flows, rien qu'en passant du titre au menu, au gameplay, connaître le multijoueur. Ça semble évident, mais c'est important parce qu'en fait, plus je connais mon jeu, plus je maîtrise mon sujet et plus moi, je suis à l'aise pour aussi en discuter avec les first parties. Know your team, pareil, ça a l'air évident, mais il faut que je sache sur mon équipe vers qui je dois m'orienter pour m'appuyer sur les questions techniques. Parce que ça va toucher tous les sujets. Hein. Il y aura de la localisation, il y aura du online, du gameplay, le store et le shop. Donc, il faut que je sache vers qui m'orienter. Et des fois, ils sont aussi inclus avec vous, les devs, pour discuter avec les first parties. Pour le troisième point, know your company. Là, c'est parce que on a des équipes qui sont externes à la prod, qui sont chez Ubisoft, mais externes à la prod. C'est-à-dire, ils ne sont pas avec nous sur le floor, ils ne sont pas dans le même studio. Et ils s'occupent de certains aspects de la mise en place de notre jeu pour la release. Si je prends un exemple, c'est le setup du store, mettre la description du jeu avec les images sur le store des first parties. Donc moi, je suis là, je garantis et je les aide et je m'assure que les bonnes infos correspondent et puis que ça va être prêt en temps et en heure. Il peut y avoir d'autres sujets aussi qui touchent tous les projets Ubi, c'est un sujet en commun. Et c'est dans mon intérêt et c'est extrêmement bénéfique d'être en relation avec ces projets-là, d'interagir avec eux et de voir comment ils ont géré la situation et quelles a été les best practices en fait. Pour avoir une idée, là c'est plus pour une projection visuelle de comment je me situe. Moi je suis au milieu, j'ai les first parties et après j'ai tout le côté, j'ai bien sûr la production, mais aussi tout le côté Ubisoft en tant que groupe et leur écosystème. Pour le quatrième point, au niveau du mindset, ça c'est très lié first party. Alors c'est important, learn and adapt leur style et leur philosophie. Déjà parce que si je reprends l'exemple de l'écosystème mobile et console, les process sont pas du tout les mêmes. Les méthodes sont différentes et ils ont chacun aussi leur style et leur distinction dans la façon d'être et d'être représentés. Là, je vais prendre un exemple un peu, pareil, générique, pas rentrer dans les détails, mais disons que, prenons l'exemple d'un texte des messages. Constructeur A apprécie pas beaucoup d'avoir des textes à l'impératif dans le jeu. Et moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est je dois le savoir et puis je vais voir mon équipe. Et on essaye de trouver une solution. J'ai mes suggestions aussi, hein. Mais on trouve la solution en disant que bon, il faudrait reformuler la phrase, mais sans dénaturer le message en fait. Et là, c'est l'exemple parfait pour rappeler à ma slide précédente sur le fait que je combine le cahier des charges avec la vision du jeu. C'est-à-dire, l'idée n'est pas non plus d'appliquer bêtement, à la lettre les guidelines, mais vraiment d'essayer de trouver une solution autour. Un autre aspect pour connaître les first parties, c'est au niveau de la communication. Comment communiquer avec eux? Est-ce que c'est par juste un mail générique ou est-ce qu'il faut passer par des documentations ou carrément par leur portail de dev? Tous ces aspects-là sont importants à comprendre déjà parce que eux ils apprécient ça et puis
Si on ne le fait pas de cette manière-là, ben, on ne peut pas communiquer avec. Pour le 5e point, là, c'est par rapport à moi et c'est tout le long de la prod. Anticipate and prepare production for certification. Là, le focus, c'est sur le risk assessment. C'est les évaluations de risque. L'approche qu'il faut avoir ici, c'est que moi, tout le long de l'année, le long de la production, je dois être constamment curieuse. Je dois vouloir toujours être à jour, aller regarder et voir les mises à jour des first parties, aller me renseigner, lire leurs documents. Il faut toujours avoir cet aspect de est-ce que je suis sûre qu'il n'y a pas eu de changement sur cette guideline ou autre. Enfin voilà, l'approche, c'est d'être toujours curieux. Il se peut qu'en plein milieu de l'année, en plus de votre projet, il y a eu un changement de feature, il y a eu une décision de changement de design. Et à ce moment-là, on va venir et on va me demander si je sais si ça va impacter la production ou si ça va impacter, si ça va déranger les first parties, façon de dire. Mais moi, je suis là pour évaluer et jauger, si oui ou non, ce serait le cas. Je vais prendre un exemple pour avoir un parallèle par rapport à ça. C'est l'exemple d'un avocat. Un avocat, lui, il ne connaît pas par cœur le code pénal. Par contre, il va prendre le temps de faire ses enquêtes et ses recherches. Bah pour moi et pour le CERT Manager, c'est pareil. Je ne suis pas censée connaître par cœur les guidelines, surtout si on a, disons, 5 plateformes à gérer sur un sujet. Mais donc voilà, l'approche, elle est là. C'est OK, je n'ai pas la réponse, je vais aller me renseigner et je reviens vers toi. C'est quand je dois apporter une réponse à mes collègues. Mais voilà, c'est l'aspect d'anticiper les warnings avant la phase critique qui est la phase de son. Alors, nous avons fini le récap avec la certification, le mindset, et maintenant on va passer aux missions. La slide, la première, je fais un rappel sur la phase de production et là, j'ai vraiment fait un zoom sur là où je suis impliquée, donc de la pré-prod à la release. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur toutes les tâches parce que déjà, ça pourrait prendre plus de 2 heures. Il y aura beaucoup de choses à dire, mais je vais rester sur l'essentiel de mes missions principaux par phase. Alors, commençons par la pré-prod. Là, qu'est-ce qu'il faut se dire? Côté first party, il faut bien que notre jeu soit identifié chez eux. Il faut bien que notre jeu existe. Donc, et comment ça se passe? Ils nous envoient un formulaire, un concept document, et moi, je le remplis. Je détaille tout sur le jeu. Donc, vraiment, quel type de jeu, même si c'est style family, un shooter, un RPG. Je détaille les intentions, le gameplay, s'il y aura du multi, s'il y a du coop, comment sont les produits du store, si c'est sous forme d'abonnement, si c'est des consumables. Enfin, je vais vraiment dans les détails. Ça, on l'envoie. Et quand ils le valident, eux, ils nous renvoient un title ID. Et le title ID, c'est le code d'identification. Et c'est avec ça que, au moins, en notre jeu, mon jeu existe sur leur portail. Donc ça, c'est vraiment la première étape essentielle des first party. Au niveau de la prod, je suis impliquée à faire le release planning avec les producteurs parce qu'il faut que je connaisse les dates de release, les milestones. Et aussi, j'ai le rôle de rappeler, de prévenir. Bon, bien sûr, il faut toujours avoir des buffers pour les imprévus, mais aussi, il y a du délai à prendre en compte. Avant les releases et c'est comme les délais d'approval des first parties, le délai du manufacturing, un exemple, les commandes de disques. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte avec la production. Côté dev, là, je peux commencer déjà à faire mon premier jet de risk assessment, les retours sur les cahiers des charges, niveau tech et design du jeu. Alors, la pré-prod,
il peut y avoir beaucoup de choses. Pareil, je ne vais pas découper en milestone, bêta, alpha. Je reste sur du général, mais l'essentiel, c'est les préparations. Côté first party, c'est d'avoir bien fini, d'établir, d'être sûr qu'on est bon au niveau des... Oups, attendez, j'ai eu un problème. Ah, voilà. Donc, je reviens au niveau des first party. Donc, on a bien fait notre évaluation de risque. Il y aura un élément essentiel aussi, ce sont les waivers. Je vais expliquer ce que c'est, mais c'est faire des exceptions sur les cahiers des charges, les demandes d'exception sur les cahiers des charges. C'est comme un passe-droit. Ça va arriver qu'il y ait des features où on sait que la guideline, elle va être considérée comme fail, par exemple, dans les tests, mais on sait que ça ne va pas impacter l'expérience joueur. Et là, l'intérêt, c'est que moi, j'ouvre la discussion avec les first parties, je décris mon jeu, j'explique le design et on demande un approval, un passe-droit. Donc ça doit être bien fait au niveau de la prod. En termes de collaboration, mes interlocuteurs, enfin, mon contact principal, c'est le QC Compliance, puisque eux, ils sont en charge de faire les tests de guidelines. Ils ont leur test plan et la checklist. Donc, eux, vraiment, ils font les tests à la lettre de ce qui est applicable dans notre jeu. Avec eux, j'interagis. Là, c'est vraiment le quotidien tous les jours, discuter avec eux tous les jours, l'état de la build, l'état des pass rates, est-ce que les guidelines sont bons ou pas. Et là aussi, je travaille avec eux, les risques ou les warnings s'il faut. Et côté dev et prod, on est impliqué dans la phase de debug. C'est vraiment avant la dernière phase avant de commencer les sons. Et le debug, c'est vraiment pour cleaner au maximum, enlever les bugs, fixer les bugs majeurs et les bloqueurs au maximum. Ensuite, on passe à la phase de zoom. Donc là, c'est vraiment la phase critique. C'est critique. C'est critique parce que là, j'envoie la build au first party. Avec le closing phase, avec la prod et le dev, on prépare notre master candidate et ça, c'est la build, la build finale qui va être envoyée au first party. Donc, beaucoup d'attention ici, être sûr que que la build est stable, bug-free au maximum. Le QC, eux, on s'assure avec eux qu'ils peuvent nous dire que c'est bon, la build, elle est prête, elle est OK à être envoyée pour les first party. Ensuite, comment j'envoie la build? C'est le submission package. Ça peut sembler comme pas grand-chose, mais c'est quand même un élément important parce que là aussi, il y a des guidelines, on va dire, des recommandations. Et il faut que le package y soit complet parce qu'ils ont besoin d'avoir des documents. C'est la paperasse. Il leur faut des tutos, des walkthroughs, des présentations de features, de design, et je leur envoie la build. Des fois, ça peut arriver qu'on perde un jour de test parce qu'il leur manquait un document et c'est dommage. Donc vraiment, phase critique, la phase de zoom, il faut avoir tout ça prêt et complet. Ensuite, on attend et on a notre approval. Et là, je vous rassure que on est très content quand on voit un gros build approuvé de leur part. Mais après, c'est pas fini après ça. Donc, en tout cas, on est bien content. Disons que le plus gros est fait. Et après, on passe quand même à la phase de release. Donc là, c'est vraiment le deployment. Moi, j'interagis avec une équipe externe, les release managers. Eux s'occupent à deploy la build live. Moi, je m'assure qu'ils ont bien la date et l'heure précise pour submit et push la build. Et on fait quand même, je continue du follow-up sur le live. Donc, toujours du monitoring, de la surveillance, parce qu'on sait que même après que le jeu soit sorti, il peut y avoir toujours des bugs, des problèmes techniques, des imprévus. Donc, je suis toujours là, prête
à réagir et rebondir. Alors, pour la phase de conclusion, j'espère déjà que je ne vous ai pas perdu et que c'était assez clair. Mais alors, passons à la conclusion. Qu'est-ce que le Certification Manager apporte à la production? Ça apporte vraiment une fluidité, surtout lors de la phase de Zoom. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais vous savez, le fait d'anticiper et d'avoir une personne dédiée à ces aspects fait que vraiment on réduit les probabilités d'imprévus qu'il peut y avoir lors d'une phase de Zoom. Euh, et je parle de ça parce que, bon, moins il y a de problèmes, moins il y a de bugs, mieux on sort dans les délais prévus. Il ne faut pas oublier, il y a aussi l'aspect où, vous savez, il y a le fait que les équipes avec qui on travaille, Ubisoft ou autres, hein, enfin Ubisoft, pardon, plutôt, mais externes, même qui ne sont pas dans les mêmes pays que vous, donc il y a le décalage horaire. Même les first party, ils sont aux États-Unis, au Canada. Et vous savez, s'il y a un problème de build et qu'il faut recommencer, on perd des jours de test. Il faut prendre ça en compte. Donc, voilà, d'avoir dès le début, avoir tout ça bien préparé, avoir anticipé les buffers, faire tout le long de l'année du risk assessment fait que on anticipe au maximum, on réduit les imprévus au maximum, parce que c'est rare que tout se passe bien, tant mieux, ça arrive, mais c'est rare, il y aura toujours quelque chose, mais on fluidifie vraiment le process de Zoom. Et build trust, là, c'est on construit une relation de confiance avec les first parties aussi. Vous savez, ils apprécient énormément qu'on la transparence, et c'est important d'être transparent avec eux, de les prévenir des changements de features qu'il peut y avoir. Et ils apprécient, et je sais qu'on me l'avait déjà dit aussi, et ça crée une relation de confiance et la collaboration se passe mieux. Et après, vous savez, il peut y avoir de l'affinité qui se crée, mais en tout cas, on le sait, quand la collaboration se passe bien, bah, les échanges et les décisions vont mieux passer aussi. Au niveau de la prod, les équipes peuvent s'appuyer sur vous. Euh, et c'est appréciable aussi d'être, même si on est les personnes qui sont là à remonter un warning, ça peut sembler négatif, mais en fait, c'est quand même appréciable parce qu'au moins, on aurait vu le souci avant la phase critique. Et là, je voulais mettre en avant un quote qui nous parlait à moi et mon équipe, les CERT managers. Et if you obey all the rules, you may solve the fun. Là, c'est pour faire un rappel qu'on n'est pas là pour respecter les règles à la lettre. Et encore une fois, l'idée, c'est de combiner la vision du jeu avec les sujets et cahier des charges first party. Et puis, je vous assure, c'est jamais ennuyant, hein. Il n'y a jamais un sujet qui va ressembler à un autre. Et puis, voilà, c'est extrêmement challengeant et motivant de devoir aller creuser et trouver les solutions. Et une très grande satisfaction aussi quand on est content de trouver les solutions et de débloquer les sujets pour nos équipes. Moi, j'ai mes philosophies, sont personnelles à moi, parce que ça m'a toujours aidé aussi sur des grandes phases de production. La simplicité pour moi, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, bon, plus à l'écrit, mais bah, c'est très facile de complexifier, d'agrandir, mais c'est dommage parce qu'aussi, plus je suis simple dans mes descriptions et aussi si, le fait que je le comprenne bien fait que je peux vraiment bien le simplifier, être très concise et précis. Et plus je facilite aussi les échanges par mail avec les équipes externes à notre prod ou même les first parties parce que euh, plus on est clair dès le début et moins on a des questions qui reviennent. On réduit en fait le temps
d'échange. Donc, pour la simplicité, voilà, pour moi, c'est important. L'adaptation, un autre point. En vrai, on s'adapte tout le temps et il faut s'adapter tout le temps. Il ne faut pas se dire il y a un process fixe et c'est comme ça et rien d'autre. Non. Et puis aussi, je reprends la différence que je faisais avec le mobile et console. Même si sur les grandes lignes, il y a les mêmes principes, mais les méthodes et les process ne sont pas les mêmes du tout. Il faut s'adapter. Le fait de changer de projet, il faut se réadapter à la nouvelle équipe, s'adapter au type de communication de first party. Enfin, voilà. Pour moi, c'est les deux points philosophie personnelle très importants pour pouvoir rebondir et vite m'adapter à la solution. Alors, j'ai terminé pour ma présentation. Là, je fais une partie simple sur comment être Certification Manager et aussi à quoi on peut évoluer. Les types d'études qui peuvent aider et qui collent bien à un profil de Certification Manager, c'est les études en gestion de projet. Et le poste de Certification Manager peut vous faire évoluer également au sein d'Ubisoft en tant qu'associé de producteur ou producteur, mais ça reste toujours axé dans le management. Alors, bien sûr, il y a aussi des types d'évolutions différents, des profils différents. Comme moi, j'avais commencé par du dev test, mais j'ai fait quand même de la coordination et beaucoup de planification avant. Donc, il faut quand même avoir une approche sur une gestion de projet. Et pour les contacts, je vais le laisser là le temps de finir la présentation, mais sur LinkedIn principalement. Donc, vous avez les contacts de Sophie, Bartos et moi-même, si vous voulez vous renseigner un peu plus. Et voilà, et je vous dis merci beaucoup. Et je reviens ici si jamais vous voulez noter les noms. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors du coup, on va peut-être justement poser, enfin, les deux autres personnes qui sont censées te rejoindre, on va Oui. leur attribuer le micro. Alors, est-ce qu'on a Vincent et Raphaël? Vincent qui est là. Toc. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Vincent, normalement, les droits. Hello, hello. Oui. Salut. Toc. Et Audrey, est-ce que tu as pu t'occuper de... C'est bon, sinon. Ok, on y va avec les questions. Ouais. Alors, on a effectivement deux questions. Excusez-moi, je me suis perdu. J'ai trop de channels Discord. Toc. Alors, merci pour la présentation. Est-ce que vous pouvez dire comment se procurer les documents cahiers des charges chez les first party? Est-ce que c'est vous qu'on peut appeler? Est-ce que c'est ce que l'on peut appeler les cahiers des charges TRC? Alors, je pense que la question, c'est comment on peut se procurer les documents qui est des charges chez les first party et est-ce que c'est ça ce qu'on appelle les cahiers des charges TRC? Ouais, c'est ça. Ouais. Vincent, Oui, fait, je vous présente Vincent. Donc, on est sur la même équipe de Cert Manager. Vas-y, Vincent, si tu veux. bonjour, ouais. Alors pour répondre à ta question, Florian, malheureusement ces documents-là ne sont pas, font partie des documents confidentiels, donc on ne peut pas partager, puisque c'est des documents qui contiennent des détails techniques sur les consoles et aussi les guidelines des first party. Donc c'est malheureusement des choses qu'on ne peut pas partager en externe. Mais effectivement, c'est ce qu'on appelle aussi les cahiers des charges TRC, donc Technical Requirement Checklist ou Guideline. Enfin voilà, en fonction du consolier, ça peut varier de terme, mais c'est le même principe. Mais si je peux juste ajouter, donc, et je pense qu'il y avait ça dans la question, mais comment on se les procure? Oui, on a en tout cas une équipe, on fait des demandes, on a des comptes de dev
Voilà, mais c'est contrôlé, mais oui, bien sûr, on se les procure et on a des équipes pour ça qui nous les donnent par projet. Ok. Ok, merci beaucoup. Une autre question, est-ce que les nouvelles consoles sont plus souples avec les guidelines et les TRC? J'aime bien ces questions. Euh, Alors, plus souple, non. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a des mises à jour qui sont effectuées d'une console à l'autre, puisque elles vont pas forcément avoir les mêmes spécificités techniques. Là, par exemple, les consoles nouvelle génération vont rajouter des nouvelles résolutions, différents types de, euh, comment dire, la PlayStation 5 par exemple a un SSD, donc il va y avoir peut-être des choses en rapport à ça qui ne sont pas présentes pour les autres. Après, est-ce qu'elles sont plus souples? Ça Je dépend. ne dirais pas. Je ne dirais pas. C'est le même Non, principe et c'est les mêmes guidelines en général. ouais. J'enchaîne hein, Éloi et Audrey en attendant une question parce que j'en avais une autre. Merci pour la presse. J'avais une autre question. Moi, en fait, pour ceux qui le savent, j'avais travaillé sur les précédentes Just Dance et je sais que ça avait Ouais. été dur, par exemple, quand on avait fait la première fois le cross-platform, parce qu'on était dans les premiers d'ailleurs à le faire. Et il n'y avait pas beaucoup de jeux historiquement Mhm. qui faisaient du cross-platform. Et j'ai l'impression que là, la tendance, elle s'inverse un peu parce qu'on voit de plus en plus de jeux qui sont cross-platform, même cross-platform console et PC. Du coup, est-ce que vous, c'est une tendance aussi que vous retrouvez et vous avez aussi le sentiment que c'est plus simple maintenant de dealer ce genre de choses? Bonne question, ça aussi. Bah, vas-y. Kariman, tu veux prendre la avant? Non, Vas-y, c'est ouais. vas-y, mais Yes. je compléterai ou j'ajouterai. Alors Vas-y. premièrement, effectivement, je pense que c'est une des petites fiertés de Just Dance de pouvoir dire aussi que avant l'arrivée de Fortnite et de ces jeux qui ont vraiment ou Rocket League par exemple qui ont démocratisé le cross-platform, le projet était présent sur le cross-platform effectivement. C'est plus facile évidemment. Maintenant, l'avantage de Just Dance c'est aussi qu'on a l'historique. Donc ça fait quand même plusieurs années que le design donc c'est le World Dance Floor sur Just Dance qui est le mode cross-platform, qui a ça. Donc, c'est une discussion qui est facilitée effectivement, et puis bah, maintenant qui a tendance aussi à l'être dans l'industrie en général. Donc, ouais, effectivement, c'est un gros plus. Ok. Merci. Si ça répond bien à ta question, j'espère que j'ai rien Ouais, oublié. ouais, ouais. Carrément, merci. Mais si c'est pour ajouter, oui, en tout cas, c'est le sujet du moment. Donc, c'est pour ça que je disais c'est une bonne question parce que c'est vraiment un des sujets où voilà, on est tout le temps, il faut être à jour. Et puis, disons que, parce que je pense que tu avais dit si c'est plus simple à en discuter. Alors, c'est pas que c'est ça que c'est que maintenant tout le monde en parle, on cherche encore les solutions et les accords entre chacun, mais ouais, on n'est plus les uniques, quoi. Ah, ok. Merci. Alors ensuite, on a une nouvelle question suivante. Ok, donc vous en faites la demande directement auprès des first parties. Ce ne sont donc pas des documents accessibles pour le commun des mortels. Je, C'est ça, c'est des documents. Pardon, excuse-moi. C'est des documents qui sont naturellement mis à notre disposition une fois qu'on arrive dans l'entreprise et qu'on a des comptes développeurs en fonction des plateformes. Donc oui, effectivement, bah c'est soumis au NDA et aux accords de confidentialité, mais c'est quelque chose qu'on demande, enfin qui est directement disponible en effet à partir de ce moment-là, et qui ne sont donc évidemment pas accessibles ah oui, au non, commun des mortels, comme tu le dis, ils sont pas accessibles malheureusement. publiquement. Bien sûr que non. Ok, Du pour le coup, moment, on n'a pas de questions supplémentaires. Euh, Ok. je peux enchaîner, Comme j'avais une autre c'est en question. train c'est en train de taper. Yes, j'enchaîne. J'avais une petite question aussi. C'est un peu dans la continuité de ma question tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez que du coup, maintenant, les consoles arrivent à peu près à avoir des guidelines qui s'uniformisent un petit peu, ce qui était beaucoup moins le cas avant? Moi, j'avais l'impression il y avait quand même vraiment des choses très très spécifiques, notamment entre Nintendo et puis Sony et Microsoft. Est-ce que maintenant vous voyez un peu des choses qui s'uniformisent? C'est difficile à dire, moi. Moi, je dirais oui et non.
sais pas pour toi, Vincent, mais moi, je dirais. En plus, il y a l'arrivée des plateformes cloud aussi, cloud gaming. Est-ce Ouais, que ça clairement. s'uniformise? Alors, disons que peut-être, si ça, peut-être ça rejoint un peu ce que je voulais dire tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut s'uniformiser? C'est peut-être les sujets cross-platform, par exemple. Voilà, peut-être s'ils voient que le business avance vers un truc où on doit, les plateformes, les joueurs doivent avoir le même compte et être cross-save ou cross-platform, peut-être que là, il peut y avoir une espèce d'uniformisation, mais pour le reste, non, pas vraiment. Ok, Je suis merci. d'accord et je dirais que là où il va y avoir peut-être maintenant il y a toujours bien sûr, comme le disait Kariman, des spécificités en fonction de chacun. Ça va peut-être être plus au niveau du hardware en fait finalement, qui est plus ou moins unique et propriétaire en fonction des consoliers quoi. Les caméras sur PlayStation ou sur Xbox, les Mm. différents types de contrôleurs de Nintendo par exemple. Pour Ouais. ne pas entrer trop dans le détail, mais pour donner des exemples quand même. Ok, merci. Prochaine question. Quels sont les points les plus difficiles à certifier sur les nouvelles consoles? Je peux la prendre si tu veux, Karim. Vas-y. Yes. Comment les points, je dirais que je sais pas s'il y a des points plus difficiles à faire certifier, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait chaque nouvelle plateforme amène leur nouveau lot de défis techniques, et donc c'est sur ces points-là en fait qu'il faut être particulièrement vigilant pendant la production. Donc ça reste un Ouais. challenge en fait. On peut finalement on peut se dire d'une console current gen à une console next gen, ce n'est qu'un portage ou quoi, et finalement en fait c'est un peu remettre à zéro quand même. Il faut repartir du principe que même si on connaît la plateforme et le consolier, il faut un peu reset son mindset là-dessus, ou ses a priori et ses connaissances sur la plateforme. Et donc voilà, il faut vraiment essayer de tout cadrer au point le plus possible. Donc je touche du bois, mais on n'a pas eu trop de difficultés nous cette année sur notre projet, mais on peut évidemment, enfin il y a toujours des difficultés qui se mettent en travers de notre route. Mm. Il y a une autre question ensuite qui dit, je n'y connais rien, mais y a-t-il également des certifications sur PC? Oui, il y en a. Il y en a. Mais c'est vrai qu'ils sont moins, c'est moins poussé, mais il y en a. Et Mm. Vincent, si tu voulais compléter, mais je t'en Non, prie. non, c'est ça. Mais ouais. J'ai jamais livré de jeu sur Steam, donc je peux pas dire. Mais mais oui, il y a évidemment une période de certification, quoi. C'est vraiment devenu la norme, peu importe la plateforme. Ouais, donc c'est plus lié en fait aux plateformes de services comme Steam, Epic et tout ça. C'est ça sur sur le marché PC. Oui, c'est ça, effectivement. Ouais. Ça, Vas-y. Non, non, c'est bon. Pardon. Ok, merci. Moi, je vous pose une petite question piège en attendant la suite des questions. C'est quoi pour vous la plateforme la plus complexe, justement, en termes de certification? Mhm. Mhm. Ah là, Très bonne c'est question. une très bonne question en fait. Le problème, ouais, c'est qu'ils ont chacun leur truc, mais c'est une très bonne question. Je réfléchis en attendant et Vincent, si tu as déjà. Je vais retourner la question Ouais. et je vais dire que ma plateforme préférée, ça va plutôt être chez Nintendo. Ah, C'est le peut-être ce Joker. que je vais préférer si je peux me permettre. En fait, ça va surtout dépendre. Je dirais que pour partiellement répondre en tout cas. Ça va vraiment dépendre de certains aspects. Il y a certains consolés qui vont être beaucoup plus tatillons et pointilleux sur des aspects online, sur tous les contenus par exemple que les utilisateurs peuvent créer, poster et qui sont visibles des autres, notamment. Donc je dirais pas qu'il y a un plus difficile que les autres, mais ça va vraiment parce que ça va vraiment dépendre de certains points. D'autres qui vont être beaucoup plus souples et beaucoup plus à l'aise sur ces points online et d'autres qui ne le seront pas du tout. Ouais. Moi, si je peux ajouter, parce que pour pas oublier, il y a le mobile aussi, et j'avoue que
Enfin, il y a côté Apple, ils sont quand même assez très challengeants, on va dire. D'accord, merci. Après, j'en profite pour ajouter là-dessus, mais je pense que ça dépend aussi de l'état de, enfin, ça dépend des studios et de l'état de production. Mais par exemple, il me semblait que Nintendo était très carré sur tout ce qui est interface, en plus que les autres. Et du coup, si en fin de production, on se dit, ah bah tiens, on va sortir sur Switch, là, ça devient compliqué parce qu'il y a beaucoup de trucs qui seraient à revoir, je suppose. Ah oui. Ouais, bah. Mais en vrai, alors oui, Nintendo, oui, ils ont beaucoup de recommandations, mais en vrai, le fait de envers une fin de prod et dire ah bah on va vite sortir sur une plateforme, il y a quand même, enfin c'est quelque chose à peut-être éviter de manière générale, mais Je suis d'accord. Ok. Non, par contre, ce que je pourrais rajouter, là-dessus, c'est que nous, tout l'intérêt de notre travail aussi, est de faire en sorte de limiter tous ces risques en fait. Donc, carrément pareil, de risk assessment plutôt pendant la production. Et en fait, en partie, c'est prendre en compte, bah, évidemment, toutes les plateformes sur lesquelles on est censé sortir, mais du coup, tous les enjeux. Et en fait, le but est, en arrivant en période de certification, d'avoir déjà euh, validé ou limité au maximum les risques en fait sur ce type de sujet. Donc c'est des fois en fonction des first party effectivement sur les interfaces chez Nintendo ou autres, faire valider par exemple les différents types de présentation dans les menus, donc au niveau des inputs, puisque il va y avoir par exemple pour chacun des guidelines sur comment est-ce qu'on représente par exemple les différents types d'inputs dans le jeu, et il faut faire valider ça par exemple en amont chez certains. Et donc voilà, tout le but de notre boulot, c'est de faire en sorte qu'on arrive en certification avec le minimum de surprises, et donc en ayant prévu et validé tous ces sujets-là avant. Il y a une question qui est intéressante, je trouve, c'est peut-on dire que sur le Ubisoft Store, il n'y a aucune certification alors du coup? J'imagine en supposant que ça ne sorte que sur l'Ubisoft Store et nulle part ailleurs. Non, il y a quand même. il y a bien évidemment des guidelines en interne aussi sur ça. On a des Donc gagnants, non, ouais. on peut pas. On reste en interne, mais il faut tout contrôler, bien sûr. La qualité avant tout. Alors, il y a d'autres questions qui vont arriver. Autre question, comment ça se passe si un constructeur annonce une nouvelle console et donc de nouvelles contraintes possiblement au milieu de prod d'un jeu? Eh bien, alors déjà, si on sait que ça, notre jeu veut être sur cette plateforme déjà, c'est le premier point à vérifier, mais bah, ça va arriver et on fait avec. On fait avec. Mais là, on est full-time risk assessment, les évaluations, voir les guidelines, et puis on fait le tri là-dedans. Il faut très vite trier. On voit quels sont les cahiers des charges qui sont applicables au jeu ou pas. Et puis, bah, on fait avec. Et c'est là où nous, on a cette chance de pouvoir être en lien avec les first parties, c'est qu'on discute de ça avec eux, justement, avec transparence. Et on dit, bon, OK, voilà, on discute, on négocie les demandes de waiver, comme je rappelais, comme j'avais expliqué, et voilà, on décide avec eux. Et puis, des fois, ils peuvent être souples aussi à ce niveau-là. Ils comprennent aussi de leur côté que ça peut être beaucoup de contraintes pour les développeurs. Ok, merci. Moi, j'enchaîne. J'ajouterais que ça rejoint Oui, aussi Pardon, ce que vas-y. tu.
Pardon. Vas-y, excuse-moi. Je disais que ça rejoint aussi ce que tu présentais, Kariman, sur le fait de bien connaître son équipe, les first parties, mais aussi l'entreprise. Ce qui te permet, donc, si jamais il y a des décisions qui arrivent comme ça, de pouvoir notre travail à nous et de centraliser ces discussions pour s'assurer de ce qu'on veut faire ou pas. Donc, en contrôlant ce que la production a décidé, ce que les équipes business peuvent décider. Et ensuite, après, on redescend cette information en production et on aide à coordonner tout ce qui va s'en suivre. Yes, moi j'avais une question aussi, un peu aussi pour ceux qui connaissent pas trop ce métier-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en fait, parce que je suis pas sûr que tu en aies parlé, Kariman, dans ta presse. Qu'est-ce qui se passe en fait si vous validez pas en fait une soum et si vous ne la validez pas plusieurs fois aussi, parce que je sais que c'est pas les mêmes règles, mais du coup si vous pouvez brièvement revenir dessus pour comprendre bien effectivement les enjeux, quoi. Ok. En gros, si on rate la certification, ouais. On recommence. Le problème, c'est pas comme si on rate nos chances, c'est-à-dire les first parties, ils sont là. On recommence nos builds jusqu'à ce que ce soit validé. L'autre problème, par contre, après, c'est que ça va coûter cher. C'était pas prévu dans les budgets. Et c'est plus le côté humain, ressources, et puis le côté business et marketing, tout le deal qu'il y a avec la date de release. Les contraintes, elles sont plus grandes et elles vont être en dehors aussi de la prod, de rater plusieurs fois une certification. Et vas-y Vincent, si tu veux. Oui, et sur ce sujet-là, encore une fois, là où nous, notre travail va être essentiel, c'est qu'on va devoir regarder toutes les issues en fait qui ont été remontées, par exemple tous les problèmes, tous les bugs qui ont pu être remontés par les first parties qui ont fait qu'on a fail cette certification, pour faire en sorte de les corriger au plus vite, au plus efficacement, et de repartir en soum, comme le disait Kariman juste après, quoi. Ok, d'accord. Merci.